Bienvenue à tous. Je pense qu'on va démarrer. On va voir s'il y a encore du monde qui arrive. Je pense qu'il y a encore du mouvement dans les couloirs, mais on va essayer de respecter les horaires. Donc nous sommes heureux avec Léa de vous présenter aujourd'hui le sujet de la blockchain, donc les nouveaux risques et les nouveaux outils pour l'assurance. Alors, peut-être que Léa, je vais te laisser te présenter en 30 secondes. Bonjour à tous, donc Léa, je m'appelle Léa, je suis manager au sein du cabinet Ellis Alliance et je travaille sur des sujets de risque assez globaux et depuis quelques temps avec Laurent et Patrice, on réfléchit et on travaille sur des sujets autour de la blockchain et les applications qui sont possibles d'imaginer et de mettre en place dans le secteur de l'assurance. Et donc moi, Laurent Jacques, donc président d'Evolvers, j'accompagne l'évolution dans l'assurance, hein, que ce soit compagnie, courtier, réassureur, etc. Donc je suis actuaire certifié et je suis aussi programmeur, développeur blockchain. Voilà, il fallait apprendre les futures technologies pour savoir de quoi on parle. Alors aujourd'hui, ce dont on va vous parler, eh ben, c'est le Web 3, le Web 3.0, rentrer dans le détail ensuite de la technologie blockchain, les évolutions qui sont déjà apparues dans le monde de la finance sur la blockchain, donc les nouveaux risques qui sont liés à cela, euh, les changements de paradigme que peut apporter la blockchain à l'assurance, les cas d'usage euh, qui sont déjà en cours ou possibles dans l'assurance, et ensuite on vous montrera un exemple de comment on peut monter une captive entièrement sur la blockchain. Voilà. Donc on va essayer de faire ça autour de 20-25 minutes pour laisser la place aux questions après et qu'on reste dans le temps de l'atelier. Alors, le Web 3.0, c'est l'évolution naturelle de l'Internet. Alors, je sais pas, une partie d'entre nous, on a connu, peut-être pas tous, il y a des plus jeunes, le Web 1.0, où c'était en fait le read-only, c'était statique. Donc il y avait des serveurs centralisés, un accès à la lecture par des utilisateurs. Donc il y avait des grands noms hein, comme Yahoo, AOL à l'époque, et on allait consulter des pages, lire des pages. Ensuite est arrivé le Web 2.0, où là, on interagit beaucoup plus, hein, on écrit et on lit. C'est notamment tous les réseaux sociaux. On va être soi-même, on va publier du contenu et échanger. Donc, vous voyez tous les grands noms de l'Internet d'aujourd'hui. Hein, les noms précédents ont beaucoup disparu et c'est les noms nouveaux qui sont apparus avec Facebook, Google qui s'est beaucoup, beaucoup plus développé. Apple aussi. Et puis maintenant, on arrive au Web 3.0, où là, on a aussi les serveurs donc, qui ont été décentralisés. Il n'y a plus seulement les utilisateurs qui sont décentralisés, les utilisateurs aussi. Et on a cette partie de confiance qui s'est ajoutée grâce à la technologie blockchain, ou même si tout est décentralisé, on est sûr de ce qui se passe et de qui a fait quoi, avec des nouveaux noms qui arrivent sur ces sujets-là, notamment voilà, Polygon, Ethereum, etc. Donc des nouveaux noms de l'Internet que vous allez voir se développer. Voilà, Polkadot, Ethereum, Solana. Et ce qui va se passer, c'est quand dans cette transition de Web 2.0 vers le Web 3.0, on va avoir des étapes, une transition progressive avec des services qui seront Web 2.5 ou entre 2.1 et 2.9, où il y a des parties du sujet qui seront encore en Web 2.0 et une partie de l'application qui sera déjà en Web 3.0. Donc, qu'est-ce que la technologie blockchain? Pardon? Tu veux présenter? Pardon? Ah non, donc je vais laisser Léa présenter la technologie blockchain. Alors, avant de réfléchir ensemble à quoi est-ce que ça peut servir dans l'assurance, je vous propose de présenter quelques notions assez rapides sur justement cette technologie. Donc, la blockchain, vous l'avez déjà forcément entendu, c'est un registre décentralisé où toutes les opérations sont enregistrées sous forme de blocs de façon immuable. On ne peut les consulter, mais par contre, on ne peut jamais ni les modifier ni les effacer.
Ensuite, on a le concept de crypto-monnaie. Donc, c'est l'application la plus connue finalement de la blockchain. C'est une monnaie numérique qui s'échange sur la blockchain et qui fonctionne sans autorité centrale, contrairement aux monnaies traditionnelles. Alors, les plus connues, ça va être les premières, Bitcoin, Ethereum par exemple. Et ensuite, on a des déclinaisons qui sont les stablecoins. Ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur une référence externe. Généralement, c'est une devise nationale, par exemple le dollar, pour limiter les fluctuations de cours. On en reparlera un petit peu par la suite sur comment est-ce que ça peut permettre de répondre à certaines problématiques. Et enfin, une dernière notion dont on va se servir après par la suite pour présenter ce qu'il est possible de faire avec la blockchain en assurance, ce sont les smart contracts. Donc, il faut se dire que c'est un programme informatique qui est inscrit sur la blockchain et qui vient exécuter de façon automatique tout un tas de conditions qui sont préalablement codées. Et que ça fonctionne surtout sans avoir besoin d'un intermédiaire. Donc, la blockchain et tous ces deux use cases qu'on explique ici, finalement, ça fait émerger un principe important qui est celui de la désintermédiation. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'un intermédiaire de confiance, ni d'une autorité centrale, pour venir réaliser tout un tas d'opérations, de transactions ou d'accords. Et c'est ces notions-là qui vont permettre de venir repenser un petit peu les services financiers qu'on peut avoir sur la blockchain. Alors, justement, les services financiers qui fonctionnent sur la blockchain, c'est ce qu'on appelle l'écosystème donc, de la Decentralized Finance, donc de la DeFi, et il porte plusieurs propriétés un peu inhérentes, notamment l'automatisation via l'utilisation donc, des smart contracts qui s'exécutent automatiquement, l'aspect un peu accessible avec la décentralisation de l'assurance que permet la blockchain et la décentralisation, c'est-à-dire le fonctionnement sans autorité centrale. Donc, aujourd'hui, ces dernières années plutôt, on a vu déjà plusieurs use cases de la blockchain en finance qui sont venus un peu transformer le paysage et qui ont évolué au cours du temps. On va vous en présenter plusieurs sur certaines thématiques pour pouvoir montrer justement qu'il y a des choses qui existent et qui sont vraiment faites et que ça évolue. Donc sur le secteur de la monnaie, il y a eu d'abord l'émergence donc, des crypto-monnaies, avec les plus connus Bitcoin et Ethereum. Puis finalement, pour répondre à des besoins de stabilité pour des applications donc, de la DeFi comme les transactions, les paiements ou les provisions, ont été créés les stablecoins dont on a parlé précédemment. Donc il y a USDC, USDT. Et c'est toutes ces innovations qui sont venues un petit peu secouer les banques centrales pour les pousser à innover et à réfléchir à la mise en place de leur propre monnaie numérique. Donc, par exemple, il y a le digital yuan ou l'euro numérique. Alors, sur le secteur des banques également, donc, qu'est-ce qu'on a pu voir comme use case ? De façon assez standard, au début, on a eu des services de banque classiques, mais appliqués aux crypto-monnaies, avec des acteurs qui proposent de gérer de la crypto-monnaie sur des cartes de crédit, donc, par exemple Revolut ou d'autres. Puis ensuite, on a des plateformes de DeFi qui ont été créées pour justement proposer des crédits en crypto. Et plus récemment, on a vu ce qui s'appelle du staking. C'est l'équivalent d'un compte sur livret, mais avec de la crypto-monnaie. Donc la blockchain, elle vient aussi transformer le secteur de la titrisation, sauf qu'on parle plutôt ici de tokenisation. La tokenisation, c'est quoi ? C'est la conversion en fait, d'un actif en un jeton numérique qu'on va pouvoir échanger sur cette blockchain-là. Au début, on voyait plutôt de la tokenisation de l'immobilier. Et puis finalement, après, on a vu de la tokenisation d'actions ou d'autres types de titres. Et plus récemment, il y a ce qu'on appelle les ETF. Donc, par exemple, ETF Bitcoin, c'est un fonds qui est géré par des banques et qui est indexé sur une crypto-monnaie, donc ici le Bitcoin, pour permettre aux investisseurs d'avoir une exposition indirecte à la crypto-monnaie. Donc ça, ce sont les différents cas d'usage que nous avons pu voir ces dernières années. Il y en aura encore d'autres différents qui sont peut-être similaires ou qui sont complètement innovants sur les prochaines années. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Cette transformation donc, du paysage de la finance fait émerger de nouveaux risques et transforme aussi surtout les risques qu'on connaissait déjà. Donc forcément, on pense au cyber-risque, au risque cyber, puisque ici, ça porte sur des actifs numériques. Il y a aussi bien sûr le risque de marché, qui est inhérent à la volatilité des crypto-monnaies. Il y a aussi un risque important qui pèse sur la connaissance de l'utilisateur, puisque les transactions qui sont réalisées sur la blockchain, elles sont souvent anonymes et donc amènent les entreprises à se poser des questions sur la conformité aux règles de KYC, mais également aux normes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ça, c'est pour les KYC et LCBFT. Et on a aussi, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que la blockchain et ses applications, c'est quand même quelque chose qui est en train de se démocratiser. On y a assez facilement accès. On n'a pas besoin d'être quelqu'un qui est forcément très technique ou très geek, si je puis dire. Et donc finalement, ça change la perception qu'on avait du système monétaire mondial, qui était plutôt structuré autour des monnaies classiques, comme le dollar, des monnaies lead, et ça pourrait amener un basculement ou un basculement partiel sur un système qui serait basé donc sur la blockchain, avec tous les bouleversements que ça impliquerait pour les acteurs traditionnels. Alors bien sûr, comme toute nouvelle technologie, donc il y a tout un tas de nouveaux risques qui émergent ou qui se transforment, donc on en a cité quelques-uns, mais on a aussi des solutions pour déjà les anticiper et puis surtout les contrôler. Donc c'est des choses qui existent déjà ou qui sont en réflexion. On peut parler donc de l'utilisation de blockchain privées pour des transactions qui soient plus sécurisées et contrôlées surtout. On a l'utilisation des stablecoins dont on a parlé à plusieurs reprises pour venir essayer de réduire la volatilité des transactions et des investissements. Et surtout l'exploitation donc, de l'immuabilité de la blockchain. Comme on a dit, c'est un registre où chaque chose qui est écrite est permanente pour du coup avoir plus de traçabilité des opérations. Voilà. Donc ici, le but de l'atelier, plutôt que de chercher à comprendre exactement comment fonctionne la blockchain, ce qu'on veut vous amener à apercevoir et ce sur quoi on vous amener à réfléchir, c'est des réflexions sur à quoi est-ce que ça peut servir vraiment la blockchain dans le contexte de l'assurance, mais surtout dans un contexte économique actuel qui est en transformation. Donc il y a plusieurs points et on les reverra surtout dans le use case que Laurent présentera tout à l'heure sur la captive. Donc utiliser la blockchain, ça peut dans certains use cases, permettre finalement une économie d'investissement de capital, donc qui est recherchée en ce moment dans un contexte de coût du capital qui est croissant et qui pousse les assureurs à aller chercher donc, de l'optimisation et plus de rentabilité. Comment est-ce que ça peut se faire donc, avec l'utilisation d'un smart contract qui va venir unifier finalement les différentes parties, les différents acteurs autour d'un dispositif contractuel autonome, plutôt que d'aller créer une nouvelle structure ou un nouveau véhicule qui a ses exigences de capital. On a une économie, je dirais presque prudentielle, qui est possible en passant d'une approche centralisée à décentralisée, qui est permise par la blockchain, où justement on va avoir un smart contract qui va se gérer de façon globale, sans frontières. On va avoir une économie de gestion qui est possible également grâce à la dématérialisation poussée à l'extrême, avec un transfert des actes de gestion auprès des clients via un système probant, et surtout via l'utilisation des smart contracts avec l'automatisation de tout un tas de conditions, comme par exemple des CGP, qui sont inscrites dans la blockchain et qui viennent limiter les interventions externes. Cette optimisation justement des coûts va permettre d'assurer du coup une nouvelle rentabilité et un gain de productivité. Donc c'est des facteurs qui sont désormais en fait essentiels et qui sont presque une question de survie pour les assureurs dans le contexte de dégradation des performances financières qu'on a pu voir ces dernières années. Et puis bien sûr, l'utilisation d'un smart contract qui vient automatiser tout un tas d'actes de gestion notamment, mais d'autres types d'opérations également, ça répond à un enjeu RH où on a ces dernières années de plus en plus donc, de difficultés à attirer et retenir les talents dans le secteur de l'assurance, qui n'est pas forcément le secteur le plus shiny quand on cherche à recruter, et ça sur toutes les verticales, que ce soit la gestion, le technique, la finance ou le juridique.
Et donc avoir une structure qui puisse fonctionner avec peut-être moins de personnel ou du personnel différent, c'est un gain de productivité possible, mais potentiellement aussi un espoir en gain de qualité. Et bien sûr, la blockchain répond aux besoins de sécurisation des opérations, donc historisation et KYC, puisqu'elle porte intrinsèquement les enjeux de sécurité, de traçabilité et de transparence. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord lorsqu'on entend ces mots très techniques de blockchain, etc., il y a vraiment des cas d'usage en assurance et qui viennent répondre aux problématiques très actuelles. Voilà. Et on en reparlera plus tard avec le cas d'usage de Laurent. On va arriver au cas d'usage de l'assurance, plus en détail. Alors peut-être que je vais vous poser une question avant qu'on continue, pour savoir, est-ce qu'il y a parmi vous qui a déjà fait des transactions en crypto-monnaie? A déjà acheté de la crypto-monnaie et fait des transactions? Voilà, donc il y en a quelques-uns. Oui, donc voilà, on voit que c'est bien effectivement un sujet qui commence à prendre. Alors, ce qui est faisable dans l'assurance, qu'est-ce qu'il y a déjà comme cas d'usage qui existe et des cas d'usage qu'on voit nous nouveaux à étudier. Alors, des cas d'usage qui ont déjà été développés sur le marché. Alors, AXA, avec AXA Partners, y est déjà attelé. Ils ont notamment lancé une assurance de crédit sur la partie perte d'emploi sur la blockchain en Suède. Et donc, ils ont un partenariat avec le pôle emploi local. Et donc, quand un assuré AXA perd son travail, il n'a aucune démarche à faire auprès d'AXA. Automatiquement, les informations qu'il est au chômage et quelle est l'indemnité des chômages auquel il a droit et quel était son salaire précédent remontent à AXA. Et donc, AXA paye automatiquement ses indemnités de chômage. Et quand il retrouve un emploi qui quitte le chômage, automatiquement, l'information remonte aussi. Donc, il n'y a plus aucune intervention de l'assuré ou du service de gestion d'AXA pour gérer les sinistres en assurance perte d'emploi AXA en Suède. Ils ont aussi mis un système d'automatisation de la consolidation comptable entre les différentes filiales dans les différents pays pour remonter automatiquement l'information des intercos et convertir tout ça en euros sur les comptes, etc. Donc faire ça sans intervention des comptables, ils ont gagné un temps important dans cette gestion-là. Voilà. Ensuite, d'autres exemples avec des acteurs peut-être moins connus. Donc, il y a Meanwhile qui a lancé pour les États-Unis une assurance vie en crypto. On a une société KYC Chain qui, elle, Léa vous en a parlé, il y a un risque émergent qui est qu'on est anonyme derrière son adresse, en général sur les marchés crypto. Et donc là, voilà, qui fait de la certification du KYC sur la blockchain. Et donc après, vous enregistrez en KYC auprès d'eux, ils vont vous donner KYC, vous enregistrez vos différentes adresses, et donc on sait bien à qui on a affaire avec le KYC derrière. Chainlink a lancé un sujet d'assurance paramétrique pour des risques on-chain. Donc c'est voilà, des risques cyber qui arrivent sur la blockchain, c'est assuré automatiquement par le contrat d'assurance. Et on a une société SecuroCoin qui a lancé une assurance paramétrique sur le retard d'avion. AXA l'avait fait aussi il y a quelques années, une assurance paramétrique sur la blockchain pour le retard d'avion. Donc des nouveaux cas d'usage qui apparaissent. Donc on va rentrer en détail sur le cas d'usage des captives ou d'un SPV qu'on peut faire sur la blockchain. On a aussi la décentralisation de la gestion des conventions sinistres. Aujourd'hui, on a à chaque fois que les conventions sinistres, un service centralisé qui fait la compensation des informations et des montants entre assureurs. On peut aussi décentraliser tout ce qui est partage d'expertise quand il y a des sinistres qui touchent plusieurs assureurs, notamment sur des sinistres RC, sur RC général ou RC auto. Voilà, on peut aussi imaginer d'optimiser des paiements aux bénéficiaires en cas d'assurance décès. Si on a enregistré les adresses crypto de ces bénéficiaires, automatiquement, dès que le décès est détecté, ça fait le transfert. Et puis aussi, vérification des attestations d'assurance ou des relevés d'information. Aujourd'hui, quand vous envoyez ça, vous envoyez un PDF. C'est assez facile de faire des faux PDF quand même aujourd'hui. Et donc, si on met ça sur la blockchain avec notamment un QR code d'accès à la blockchain dessus, la personne qui les reçoit peut flasher le QR code et a automatiquement accès à un véritable original sur la blockchain. Et évidemment, s'il n'y a pas le QR code, il ne peut pas accéder. Donc ça garde la confidentialité des données en RGPD. Mais pour bien vérifier
et les données. Donc là, ce sont des cas d'usage possibles avec cette technologie. On va rentrer sur le cas d'usage de la captive à faire en ligne. Alors, la captive, hein, c'est un véhicule qui est utilisé notamment dans un groupe industriel pour éviter de placer toutes ces assurances à l'extérieur et garder pour soi une partie des marges des assureurs en étant sûr que ces filiales sont assurées. Donc, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a une captive d'assurance euh, directement, ou ce qui est plutôt privilégié en France par la réglementation française, c'est de passer par un assureur fronteur et que l'assureur fronteur cède en réassurance à la captive pour la conservation qu'il y a dans le groupe, où là, évidemment, une captive, aujourd'hui, c'est une société d'assurance, donc soumise à Solvabilité 2, avec toute la lourdeur de la réglementation qui va avec, en termes de coûts de gestion, de capital à bloquer, etc. Et en général, donc c'est la holding du groupe qui est aussi actionnaire de la captive. Et donc ça, en fait, on a la possibilité aujourd'hui, avec les smart contracts, de faire fonctionner différemment, et donc d'utiliser un smart contract comme une captive, avec le rôle du réassureur qu'on avait avant là, sur la captive d'assurance, qui peut être porté par un assureur. On peut aussi décider de mettre une captive uniquement sur la rétention des programmes d'assurance. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'assureur. L'assureur est ailleurs à côté. Le programme d'assurance traditionnel est à côté. Donc avec les clients qui interagissent sur la blockchain avec la captive, donc qui sont là les filiales du groupe. Quelqu'un qui va faire la gestion de la captive va dire à quel niveau de prime les personnes entrent sur les contrats et qui va valider les expertises sinistres pour valider les paiements. Et évidemment, l'idée, c'est de faire fonctionner cette captive plutôt comme un cat bond ou un SPV, en couvrant 100% des risques qu'il y a sur la captive par un investissement, donc comme pour un cat bond, où il y a des investisseurs qui viennent mettre de l'argent pour couvrir. Quel est l'avantage de le faire en smart contract comme ça? Alors, il y a un avantage important qui est permis notamment par la blockchain, c'est qu'on peut faire tous les mouvements en stablecoin directement sur la blockchain, et le smart contract sur la blockchain aussi, qui peut lui porter les stablecoins. Donc, si on est dans l'économie traditionnelle avant la blockchain, vous ne pouvez pas avoir de l'argent qui n'est à personne. L'argent est forcément sur un compte bancaire qui est au nom de quelqu'un. Sur la blockchain, les fonds peuvent être sur le smart contract, qui est lui-même sur la blockchain, mais et les fonds sont au nom de personne. Et aujourd'hui, le smart contract lui-même, comme l'avait rappelé Léa, c'est un programme informatique qui est sur la blockchain. Donc le smart contract lui-même n'a pas la personnalité juridique. Et donc, voilà, contrairement à d'autres montages, on a ici un programme informatique qui porte des fonds, qui n'a pas la personnalité juridique. Si vous relisez le code des assurances, qui est soumis au code des assurances, ce sont les personnes qui vendent de l'assurance. Donc le smart contract lui-même n'est pas soumis au code des assurances. Donc voilà, c'est ce qui permet de simplifier aussi réglementairement les choses. Et évidemment, ce qui est possible aussi de voir, c'est que l'investissement qui est mis là, on peut aussi décider de tokeniser cet investissement si on veut le rendre disponible de manière beaucoup plus large. Alors, ensuite, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, parce qu'après, la présentation sera sur le site. Je ne sais pas si la vidéo sera bien accessible, donc j'ai mis le lien. Mais sur le slide suivant, on a la vidéo. Alors, on va voir si ça marche. Je lance la vidéo. Voilà, donc là, c'est un prototype qu'on a fait de captive d'assurance sur la blockchain, donc sur Hyperledger. Donc on entre sur son compte. Donc là, c'est le client qui entre sur ce compte en se connectant via sa clé sécurisée. Voilà, il voit le niveau de son contrat. Alors le contrat, on a fait un stablecoin qui s'appelle LTK. Et lui a des fonds en Matic. Donc tout est fait là sur des monnaies de test. Hein. Donc il va transformer des Matic qu'il a pour les transformer dans le token local. Donc on a mis, pour que les chiffres soient plus intéressants, on a mis un taux de change à 1000. On peut choisir le taux de change qu'on veut sur le stablecoin. C'est juste pour la démo qu'on a fait ça. Donc là, voilà, le client transfère
ces fonds pour les avoir sur notre stablecoin. Et ensuite, il va payer sa prime. Il paye sa prime. Voilà. Donc ensuite, là, on se déconnecte et on va aller se connecter comme le manager. Donc on change de compte évidemment. Et donc là aussi, on signe avec sa clé en blockchain. Donc, évidemment, comme on est sur la blockchain, on n'a plus besoin de login et de mot de passe. Alors, il y a encore un élément que je n'ai pas encore automatisé dans le prototype qui est enregistrer le paiement de la prime. Donc là, c'est fait manuellement. Mais ça va être automatisé prochainement. Voilà. Et donc après, évidemment, là, on va le faire en même temps. Mais si un sinistre apparaît, voilà, on peut marquer le montant d'un sinistre. Donc ici, il y a eu un sinistre qui fait 2000, ça enregistre le sinistre. Donc ceux qui font de l'assurance paramétrique, ils ont un système externe, hein, ils vont lire une base de données externe. Là, on se dit, finalement, ça peut être le gestionnaire du contrat qui remplit dans la base de données les sinistres. On n'a pas besoin que ce soit un système automatique. Et évidemment, là aussi, comme on fait, prévoir comme dans l'assurance, c'est qu'on peut payer le sinistre progressivement en fonction de l'évolution de la gestion du sinistre. Et donc, on marque le montant qu'il y a à payer. Et alors, ce qu'on prévoit pour bien rester dans le système où ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses, on indique simplement qu'il y a un montant du sinistre qui est disponible à récupérer par le client. Et on va aller voir, là, voilà, on va se reconnecter comme le client. Et au lieu que ce soit quelqu'un de l'assureur ou du courtier qui donne l'ordre du virement, là, on dit juste que l'argent est disponible pour le client. Et c'est le client qui va lui-même récupérer l'argent. Sur le contrat qui dit j'ai bien noté que j'ai cet argent au smart contract et qui va donner l'ordre au smart contract de lui reverser l'argent. Donc c'est pas le mouvement que fait le gestionnaire qui fait bouger les fonds, c'est le mouvement que fait le client. Donc là voilà, il a cet argent là, il va dire qu'il veut le récupérer et donc ça va basculer du crédit qu'il a disponible sur le contrat à de l'argent qui est sur son wallet. Et donc là, voilà, il a l'argent, ça prend un peu de temps. Voilà, l'argent est basculé sur son wallet à lui. Et donc, il peut le reconvertir dans la monnaie qu'il avait au départ. Parce qu'évidemment, quand vous faites tout ça dans un stablecoin, après, ce qui vous intéresse, c'est de le récupérer dans la monnaie que vous voulez. Donc voilà, là, c'est ce qui se passe. Et donc, il fait le swap. Donc évidemment, là, ça va apparaître. Ça prend toujours un peu de temps parce qu'il faut le temps que la transaction ait lieu sur la première blockchain et après sur la deuxième blockchain. Mais l'argent revient. Donc on va le voir apparaître. Voilà. Ça y est, voilà, là il est réapparu. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est donc entièrement possible de mettre l'intégralité. Là, on a fait un cas un peu simple, on paye une prime, puis on a sinistre payé. Mais c'est possible de mettre donc l'intégralité du fonctionnement d'une captive d'assurance ou de réassurance sur la blockchain. Et donc de simplifier énormément ce fonctionnement. Et vous avez aussi une question de facilité de dupliquer à chaque fois les modèles. Parce qu'une fois que vous avez programmé le smart contract une fois, vous le dupliquez, vous mettez des paramètres différents pour d'autres contrats. Voilà, alors... quand même, ce qui est intéressant aussi de voir dans cet exemple, parce qu'on est actuaire, c'est de voir comment tout ça se comptabilise et quels sont les impacts qu'il peut y avoir. Alors, pour les investisseurs, hein, les règles comptables aujourd'hui prévoient déjà que si on a des tokens en crypto, sur la blockchain, il doit être comptabilisé en juste valeur. Donc, au moins, ça, c'est facile. Pour le client, lui paye des primes, il reçoit des sinistres. Ce qu'il a comme sinistre pas encore payé,
qui sont en provision sur la blockchain, là aussi peut utiliser les mêmes réglementations comptables sur les mouvements en crypto pour les comptabiliser chez lui en juste valeur s'il le souhaite. Il y a une question qu'on est encore en train de travailler, parce qu'évidemment, au-delà de faire ses comptes, il faut voir comment le fisc va considérer ces mouvements. Est-ce que les primes pourront bien être déduites du résultat fiscal et les indemnités ne pas être fiscalisées? Donc ça, on travaille avec un avocat sur le sujet. Et si on est dans le cas de la réassurance, évidemment, la question se pose aussi pour la cédante. Comment elle peut comptabiliser ce qu'elle fait? Et donc, si vous regardez bien le règlement d'application S2, on rentre dans le mode de fonctionnement similaire à un SPV. Et il est 100% collatéralisé, puisque, comme vous l'avez vu, on a les investisseurs qui mettent les fonds, comme dans un cat bond. Donc, on peut vraiment traiter la prise en compte de cette réduction du risque SCR, S2, comme c'est fait pour un SPV ou un cat bond. Évidemment, tout ça, pour l'instant, ça n'a jamais été fait jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de jurisprudence. Donc, voilà, c'est les conclusions auxquelles on est arrivé en regardant les éléments nous-mêmes et aussi avec un avocat. Donc, voilà, présentation de la blockchain, de ce qui existe déjà dans la finance, ce qui peut bouger les choses dans l'assurance, quelques cas d'usage dans l'assurance, et vous montrer jusqu'où on peut aller en faisant une captive on-chain. C'est pas forcément ce qui va se faire du premier coup, mais jusqu'où il est possible de faire les choses. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, on a une question ici. Moi je vous entends, mais peut-être que... Puisque ça m'est déjà arrivé une fois, la perte du mot de passe sur vous y avez pensé, parce qu'en fait j'ai perdu le compte en question. Il n'y avait rien dessus, mais enfin, il y avait une dizaine d'euros, mais je l'ai perdu pour de bon. Et pour un client, c'est peut-être pas... Enfin, tout dépend les primes ou tout ce qu'il a dessus, mais pour le manager qui gère tout ça, s'il ne peut plus avoir accès au compte client, enfin, je ne sais pas. Voilà Oui, alors bon, donc là le sujet évidemment aussi pour les mots de passe, c'est que finalement, alors c'est le client qui a ses propres mots de passe, hein, donc lui il n'a pas accès, donc c'est quand même au client de bien gérer ça. Donc il y a effectivement plusieurs solutions qui existent pour ne pas perdre ses mots de passe, hein. Il y a soit des sites internet qui vous les conservent, soit il y a des systèmes de clés USB pour certains. Moi j'ai ma propre technique, hein, j'ai écrit... c'est des chaînes de 12 mots, donc j'ai écrit une partie des mots sur un papier, l'autre partie sur l'autre partie, j'ai mis dans des lieux différents. J'ai pas vous dire où. Voilà, et donc c'est dans des endroits différents, donc si quelqu'un récupère, me cambriole quelque part, il n'aura pas la suite qui est ailleurs. Mais voilà, et après évidemment, si on est beaucoup plus évolué, si on n'est pas sur un client particulier mais institutionnel, aujourd'hui les services informatiques sont équipés pour conserver tout ça et gérer tout ça. Voyez, les grandes sociétés qui ont des smart contracts, qui gèrent des smart contracts, n'ont pas perdu leur mot de passe. On a eu quelquefois, mais qui était il y a quelques temps, on l'a beaucoup moins maintenant, mais on avait au début du Bitcoin certaines plateformes d'échange qui s'étaient fait hacker leur mot de passe d'accès. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, ça fait partie des cyber-risques. C'est un risque qui existe. Il y a aussi des assureurs qui proposent des garanties sur ce sujet. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas possibilité sur la blockchain, si on n'a pas gardé son mot de passe, il n'y a pas de récupération possible. Donc il faut soit passer par un service qui vous le garde et là vous pouvez le récupérer chez eux, soit plusieurs techniques, mais il faut faire effectivement, il n'y a pas de... Par rapport à la sécurité, justement, enfin, vous dites les blocs ne bougent pas, etc. Donc, j'ai une question en deux exemples. La semaine dernière, donc, il y a eu un article sur la perte d'épargne sur Google Cloud pour un certain nombre de... Enfin, c'est-à-dire, c'était stocké en cloud et tout a disparu.
C'est pas de la blockchain, mais ça n'empêche que pourquoi sur la blockchain on n'aurait pas ce problème-là? Et deuxièmement, est-ce que vous imaginez un monde sans électricité? Alors, euh, bon, alors le monde sans électricité, je pense qu'on aura d'autres problèmes aussi, pas uniquement le problème, pas uniquement le problème de la blockchain et des fonds sur la blockchain, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de choses qui marchent à l'électricité et de plus en plus. Euh, Parce que dans quelques temps, on n'aura même plus de voitures et de véhicules le jour où il n'y a plus d'électricité. Euh, voilà, donc alors l'avantage quand même qu'il y a alors, de la blockchain, alors pourquoi c'est sécurisé? J'ai aussi vu, ça donnera aussi une réponse quand même en partie sur le manque d'électricité. Ça arrive, c'est que la blockchain, donc on va revenir, on va voir là où il y avait ce schéma. C'est qu'en fait, on a des serveurs qui sont décentralisés ici. Donc en fait, sur la blockchain, chaque serveur, je vais prendre l'exemple du Bitcoin, chaque serveur, chaque nœud du Bitcoin a la copie de l'intégralité des transactions qui ont lieu sur le Bitcoin. D'accord. Donc déjà, par exemple, s'il y a un problème d'électricité, si ce n'est pas dans le monde entier, s'il reste un serveur quelque part avec un bout d'électricité quelque part sur une île, l'information est conservée. Ce qu'il y a aussi, donc c'est les transactions sont mises sous forme de blocs, c'est pour ça que ça s'appelle la blockchain. Et les blocs sont enregistrés les uns à la suite des autres avec un système de crypto, un liage, qui fait que chaque bloc a la référence du bloc précédent. Et qui est copié partout. Donc si quelqu'un veut venir changer une transaction dans un bloc, il faut qu'il arrive à changer la transaction de fait que ça n'ait pas changé le hash du bloc pour que la suite de blocs ne soit pas modifiée et que tout le monde le change partout. Ce qui fait que finalement, personne n'a pu jamais faire ça. Et si vous regardez les différents scandales qu'il y a pu y avoir là-dessus, le Bitcoin qui a été créé en 2009, il n'y a jamais eu de hack du Bitcoin lui-même. Ce que les gens ont pu faire, c'est qu'ils ont pu aller hacker les clés de quelqu'un ou des institutions. Voilà, mais ils ont hacké l'accès de quelqu'un pour aller voler ce qu'avait la personne. Mais la blockchain elle-même n'a jamais pu être hackée. Donc il y a quand même aujourd'hui, avec la valeur du Bitcoin, il y a quand même de quoi rendre les choses intéressantes pour hacker la blockchain du Bitcoin. Et depuis 14 ans, personne n'a jamais réussi à le faire. Donc c'est ce qui montre quand même la solidité du sujet. Et donc voilà, la faille n'est pas dans la blockchain, la faille est dans l'interaction entre la blockchain et l'humain. S'il y a un risque. Je vais avoir deux questions. La première, tout à l'heure, je t'ai entendu dire que d'un point de vue juridique, toi, ton analyse, c'est que du point de vue de la CPR, le smart contract n'est pas un contrat d'assurance. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'après tu parles de primes et de sinistres? Les versements que tu fais, les jetons que tu amènes dans ton smart contract, est-ce que du coup c'est une prime? Et ce que tu reçois en retour, est-ce que c'est effectivement un sinistre? Même si effectivement je comprends qu'en termes de sous-jacent, il y a un aléa. Et puis la deuxième question, c'est dans le dispositif que tu as présenté, il y a effectivement un enjeu clé à la rédaction, au codage ou à la rédaction informatique, j'entends, du smart contracts. Et quelle est la gouvernance que tu imagines derrière pour rassurer à la fois les investisseurs et puis les utilisateurs de ce smart contract que le dispositif sera juste, équitable, pérenne, qu'il soit codé par une personne, une équipe de personnes, avec une structure juridique derrière qui porte une certaine responsabilité. Jusqu'où tu envisages la responsabilité, la gouvernance du dispositif? Alors, sur un sujet comme ça, effectivement, le smart contract n'a pas la personnalité juridique. Donc, effectivement, on parle... alors, c'est une très bonne remarque parce que mon avocat m'a fait la même remarque. Il faudrait peut-être utiliser d'autres mots que prime et sinistre. Le principe, quand même, dans une présentation, c'est que économiquement, c'est des primes et des sinistres. Aujourd'hui, il n'y a pas de mot qui existe autre que ça. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ces mots-là. Mais peut-être qu'effectivement, il serait bon d'inventer des nouveaux mots. On pourrait peut-être dire smart prime et smart sinistre. J'en sais rien. Mais voilà, sur ce sujet-là. Et alors ensuite, au niveau de la gouvernance, donc évidemment, il y a deux options. Hein. Là, quand on est dans le cas d'une captive, c'est aussi pour ça qu'on présente plutôt au départ sous le format d'une captive. La gouvernance, elle est assez simple, parce que tout ça se passe dans un même groupe. Si on ne le fait pas au sein d'un groupe, mon idée, c'est que la partie gestion de contrat, ce soit fait par
par un courtier qui convient à tout le monde, comme des fois ça peut être fait dans des pools, soit que ce soit une sorte d'association un peu comme une mutuelle. Alors, il y a un mot qui fait référence à l'assurance, mais un peu comme une mutuelle, où ce sont les clients qui participent de manière indirecte à la gouvernance du sujet. Voilà, c'est ça l'idée qu'il peut y avoir derrière dans un modèle comme ça. Si on veut être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller favoriser un client plutôt qu'un autre dans la gestion. Bonjour, merci pour la présentation. Alors, je vous avoue que je connais peu de choses en juridique, en loi, etc. Mais j'ai pas compris comment on peut remplacer une captive d'assurance par la blockchain en termes juridiques. Mais est-ce que aujourd'hui, dans ce que vous montrez sur le papier qui est théoriquement possible, est-ce que d'ici 10 ans, une fois que les lois vont rattraper ça, parce que pour l'instant, il y a rien, c'est un peu comme l'époque du Far West d'Internet dans les années 90. Est-ce que du coup, dans 10 ans, vous imaginez que ce sera toujours possible? Est-ce que, pour rebondir sur la question d'avant, plus vous avez un comportement d'assureur, plus les lois, les normes d'assurance vont tomber là-dessus et arriver? Est-ce que c'est pérenne? Alors, de toute façon, on est sur des sujets d'innovation, il y a toujours ces questions-là qui se posent. Il y a aussi, on va dire, des sujets qui font qu'en général, quand il y a des innovations, certains ont fait des innovations. Si on repense à Uber, même Ford, hein, quand il a fait la Ford E-T, il est contrevenu à plusieurs brevets, plusieurs réglementations. Mais le temps que les procès se fassent, ils n'ont pas tranché contre lui, parce que sinon il fallait supprimer les voitures de millions d'Américains. Et Uber, c'est la même chose. Donc là, voilà, comment va évoluer la réglementation derrière, c'est complexe. Nous, ce qu'on essaye de faire en travaillant là-dessus, c'est, même si on considère qu'on n'est pas sur une réglementation stricte des choses, c'est de respecter un certain nombre quand même de principes. Et donc notamment quand je dis que sur une captive comme ça, on met un investissement dedans comme un cat bond pour que ce soit 100% collatéralisé. Donc évidemment, l'investissement qui est dedans, c'est comme un cat bond, hein, c'est pas du capital, c'est pas comptabilisé pareil que si vous aviez fait un investissement en capital d'une société d'assurance, mais vous avez un véhicule qui est 100% collatéralisé pour le risque. L'idée, c'est pas de mettre des risques illimités dedans, c'est de mettre des risques qui sont capés sur les contrats d'assurance, donc on sait quelle est la limite totale. Et donc, à partir du moment où on a ça et qu'on est 100% collatéralisé sur la limite totale de la somme possible de tous les sinistres, comme sur un cat bond, le risque est quand même beaucoup plus faible. Aujourd'hui, dans ce qu'on a pu nous regarder en termes de jurisprudence, il y a des courtiers, si vous avez fait attention, il y a des courtiers qui avaient mis en place des franchises partagées, notamment sur des contrats d'habitation. Ça avait été fait à une époque par Luco, à mettre des franchises partagées entre personnes. Et finalement, la gestion de la franchise partagée entre le contrat d'assurance et la franchise du client, c'était géré sur un compte bancaire géré par le courtier. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce que cette franchise partagée entre plusieurs milliers de clients, c'est pas aussi de l'assurance? La CPR n'a jamais requalifié ça pour l'instant en contrat d'assurance. Voilà. Et donc, effectivement, nous, l'idée, quand on fait ça, c'est de suggérer de commencer sur la rétention de contrats d'assurance non obligatoires. Donc, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de groupes ont une difficulté sur les fortes rétentions en groupe industriel, sur les fortes rétentions en assurance dommages aux biens, qui n'est pas une assurance obligatoire. Et donc, qui décident de gérer la mutualisation entre leurs filiales de cette manière-là. On prête moins le flanc à des risques juridiques. Mais comme je vous dis, comme il y a zéro jurisprudence et que ça peut évoluer, rien n'est garanti de ce qui va se passer dans 10 ans. Je pense, de façon très premier degré, que dans le cadre d'une succession, finalement, on est obligé d'avoir transmis la façon de s'authentifier auprès d'une tierce personne, que ce soit
un notaire ou autre. Mais comme on l'a dit plus haut, il n'y a aucune autre façon en fait, de récupérer les fonds qu'avec la façon dont on s'identifie. Et donc, par exemple, je crois qu'au tout début du minage des bitcoins, des gens qui avaient perdu leurs clés ou perdu leurs moyens de s'authentifier n'ont jamais pu remettre la main sur l'argent qu'ils avaient effectivement sur ces comptes. Et on parle de sommes qui étaient parfois très conséquentes. C'est la responsabilité de la personne avant de décéder d'avoir fait en sorte que sa clé soit accessible après son décès par ses héritiers. Voilà. Sinon, effectivement, ça peut pas être... Ou sinon, si vous passez par une plateforme, parce qu'il y a des plateformes qui peuvent vous garder... là, si on parle des particuliers, il y a des plateformes qui peuvent vous garder vos fonds. Donc, en fait, c'est la plateforme qui a la clé pour accéder. Vous avez juste, comme pour un compte bancaire, pour accéder à la plateforme. Donc là, évidemment, en cas de succession, ils ont des protocoles... comme après, je gère ça dans plein de pays, je pense que ça peut être complexe pour eux, mais ils ont des protocoles pour voir comment gérer ça. Si vous l'avez en direct, si vous avez un portefeuille non hébergé, il faut effectivement faire attention. Là, quand on parle de l'institutionnel, dans le cas d'une captive, il n'y a pas de question de succession, heureusement. Mais voilà, c'est un travail à faire par le service informatique, d'être sûr que les clés sont accessibles par les bonnes personnes, mais sans jamais qu'elles soient visibles non plus par qui que ce soit. Donc c'est derrière le système informatique, parce qu'il ne faut pas qu'évidemment, quand un employé quitte l'entreprise, il puisse se souvenir de la clé. Donc, mais ça, il y a les systèmes aujourd'hui, les protocoles existent parfaitement en sécurité informatique. Alors, dans ce cas-là, alors je n'ai pas le détail du fonctionnement du contrat, mais c'est comme ça que ça fonctionne généralement. En fait, le smart contract va interroger automatiquement l'équivalent d'un tiers de confiance, mais qui est ce qu'on appelle un oracle et qui lui transmet l'information. Et donc, c'est ce que Laurent disait. En fait, le smart contract interroge l'équivalent de page emploi, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, France Travail, je ne sais plus, l'équivalent de page emploi suédois, qui lui renvoie l'information, mais de façon automatisée. Donc en fait, voilà, le fonctionnement de tout le contrat, lui, sur la blockchain est décentralisé. Par contre, l'information, pour ça, hein, quand on dit on va être sur des applications qui sont Web 2.5, l'information de telle personne est au chômage, c'est l'information qui est centralisée chez Pôle emploi. Et par contre, l'avantage, c'est que du coup, à la lecture de cette information, tout se fait automatiquement. Et là, évidemment, par rapport à nous, ce qu'on a montré qui va plus loin dans le cadre de la captive, ce qu'a fait AXA en Suède, c'est que le traitement de tout le dossier sinistre, donc de toute la gestion de sinistre, est faite sur le smart contract, mais ensuite l'ordre du virement est passé à une banque et c'est des mouvements encore une suédoise qui sont faits. Du coup, alors là, c'est les employés qui prennent ce contrat pour assurer leur crédit. Et effectivement, là, c'est Pôle emploi local qui participe au sujet. Il n'y a pas besoin que l'employeur de la personne participe à quoi que ce soit sur le sujet. Chez AXA, oui.
Je vais juste rajouter aussi un petit point qu'on n'a pas forcément mentionné, mais c'est que c'est pas parce qu'on fonctionne en fait, sur la blockchain que l'ensemble du processus d'un processus assurantiel peut être délocalisé sur la blockchain. On peut très bien imaginer des fonctionnements avec certaines opérations qui sont off-chain, donc par exemple ici l'interrogation d'un organe central pour avoir l'information, mais ensuite des traitements qui sont on-chain, c'est-à-dire tout le traitement du dossier de façon décentralisée, automatisée et via la blockchain. Le monde de l'assurance reste assez complexe et nécessite des interventions, des avis d'experts, des traitements. Il y a certains cas qui peuvent être intégralement passés sur la blockchain, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt des discontinus. Il y a une partie qui peut être on-chain et une partie qui pourrait être off-chain. Et l'avantage de la blockchain, là, on parlait d'un cas centralisé, donc c'est perd un peu d'avantage, mais aussi l'avantage qu'il y a dans la blockchain, c'est que s'il y a des accès différents en fonction des différentes personnes, un même acteur avec les mêmes profils peuvent accéder qu'à certaines informations et pas à d'autres, ça permet aussi de sécuriser directement dans le smart contract qui a accès en lecture à quoi, et d'être sûr que, en termes de RGPD, la personne qui n'a pas accès à telle donnée, dans le smart contract, de toute façon, ne peut pas aller la donner. Le smart contract n'envoie pas l'information si la personne n'a pas le bon accès. Donc, par rapport à des API, ça peut avoir un degré de sécurité supplémentaire quand on est sur des... Voilà. Évidemment, en France, le système de santé est assez centralisé, donc c'était pas forcément complètement utile. Mais là, dans l'exemple qu'on avait noté sur la vérification des attestations d'assurance ou des relevés d'information, on peut très bien faire en sorte que c'est seulement si vous avez scanné le QR code qui est dessus que vous avez accès à l'information. Donc, vous, en tant qu'assureur, vous pouvez tous vos relevés d'information, toutes vos attestations d'assurance sur la blockchain. Vous savez que, de toute façon, n'y auront accès que ceux qui ont déjà vu l'original. Et qui alors permet juste de vérifier que ce qu'ils ont sur le papier n'a pas été modifié a posteriori. Donc voilà, il y a ces éléments en plus qui peuvent arriver en termes de protection en passant sur la blockchain dans certains processus. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors aujourd'hui, il y a différents types de blockchain. Il y a plein de blockchains qui existent. Donc effectivement, on entend souvent dans la presse le sujet sur le Bitcoin, qui n'est pas la plus optimisée. Mais aujourd'hui, il y a des blockchains très optimisés sur le plan énergétique, avec d'autres modes de fonctionnement. Le Bitcoin fonctionne en preuve de travail. Maintenant, l'Ethereum est en proof of stake. Et il y a des blockchains encore beaucoup plus efficaces que l'Ethereum. Et j'étais à la Paris Blockchain Week le mois dernier, et il y avait un des opérateurs qui expliquait que sur sa blockchain, une transaction, donc un mouvement financier, simplement de transférer les tokens d'une personne à l'autre, consommait 100 fois moins d'énergie qu'une transaction avec votre carte Visa. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est complètement intégré dans l'écosystème, et les solutions à prendre, de toute façon, c'est aussi intéressant pour les opérateurs, ça va être, parce qu'ils ne veulent pas non plus payer de l'énergie pour rien. Donc aujourd'hui, voilà, les solutions existent, et le Bitcoin ne sera pas c'est comme dans les systèmes monétaires, l'or est une bonne réserve de valeur et les banques centrales en ont, mais c'est parce qu'on l'utilise au quotidien pour payer. Dans la blockchain, le Bitcoin aura peut-être encore un avenir, mais ce qui va être géré au quotidien dans le monde financier ou assurance, ce ne sera pas sur la blockchain Bitcoin. La plupart des applications de DeFi aujourd'hui, elles ne sont pas forcément codées d'ailleurs avec le Bitcoin. D'autres questions ? Eh ben, merci à tous. Merci.